Bonjour à tous, Bertrand Despigny, CEREMA, Territoire et Ville, ou l'ex-CERTU pour ceux qui connaîtraient davantage. Donc on intervient auprès des collectivités locales et des services déconcentrés de l'État, notamment sur le champ de la mobilité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais essayer assez rapidement de revenir sur les évolutions législatives qui ont bouleversé le champ de la mobilité ces dernières années. Depuis 2014, on a tous en tête un ensemble de lois, de moments de réforme qui ont traversé le champ de la mobilité et dont la plupart impactent l'organisation des différents services et notamment les services réguliers de interurbain longue distance. Et dans un deuxième temps, je reviendrai plus précisément sur le cadre réglementaire qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le contenu de l'ordonnance dite gare routière, même si on verra que le terme ne résume pas l'intégralité du propos. Et puis dans un troisième temps, je remontrerai assez rapidement les quelques questions qui se posent aux collectivités locales notamment, avec dans ce contexte législatif et réglementaire qui a évolué. Donc un petit rappel dans un premier temps sur l'acte 3 de la décentralisation qui nous a bien occupé ces 2 ou 3 dernières années en termes de questions sur les impacts de ce mouvement de réforme. La première loi étant la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM en 2014, la loi de délimitation des régions, la loi NOTRe. Donc la loi de MAPTAM, rapidement, ces 3 principales évolutions, c'était la création du statut des métropoles, donc collectivités qui reprennent pour la plupart des communautés urbaines. Ce qu'on doit en retenir, c'est qu'elles sont au nombre de 13, si ma mémoire est bonne aujourd'hui, et elles ont surtout un ensemble de compétences intégrées, notamment sur le champ de la mobilité, ce qui fait qu'elles peuvent avoir notamment en charge la question de l'organisation de la mobilité, mais également de la voirie, ce qui peut concourir à développer des politiques de mobilité beaucoup plus intégrées sur leur territoire. La création des autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, on a très longtemps parlé des autorités organisatrices des transports urbains, les AOTU, donc on est désormais plutôt dans le vocable de l'autorité organisatrice de la mobilité. L'idée, pour le résumer en 2 mots, c'est d'opérer un basculement entre l'organisation des seuls transports collectifs urbains à l'organisation beaucoup plus globale de la mobilité, ce qui inclut ce qu'on appelle encore abusivement les nouveaux services à la mobilité, qui sont plus si nouveaux que ça aujourd'hui, donc les modes actifs notamment, et puis qui peut inclure également la logistique urbaine, si les AOM en font la demande. Et Olivier Faure le rappelait tout à l'heure, les nouveaux usages de la voiture, voiture partagée, autopartage, covoiturage, sont évidemment des éléments qui rentrent dans le champ de compétences de ces AOM. Et puis la loi MAPTAM avait proposé la création d'un schéma régional de l'intermodalité qui est avorté aujourd'hui pratiquement avant même sa mise en œuvre parce que on va le voir avec la loi NOTRe un peu plus tard, on a la création d'un schéma beaucoup plus intégrateur à l'échelon régional qui reprend le contenu a priori du schéma régional de l'intermodalité. L'idée c'est de dire que là aussi en termes d'implantation des lieux d'arrêt des services réguliers interurbains dont les gares routières, on a une interaction assez forte avec ce nouveau schéma régional. La loi relative à la délimitation des régions, si elle n'impacte pas les compétences en matière de mobilité, simplement ce qu'on peut en dire, c'est qu'aujourd'hui, 7 des 13 nouvelles régions, les 13 actuelles régions en 2016, sont des régions dont le périmètre a augmenté, et ce sont donc des autorités organisatrices des transports qui exercent leurs compétences sur un périmètre beaucoup plus large. Donc, quand on parle d'intermodalité ou de localisation de points d'arrêt de transport interurbain à longue distance, on a aussi un impact sur certaines de ces nouvelles régions qui doivent trouver leur mode de fonctionnement lié à cette fusion des régions. La loi NOTRe, qui est probablement la loi qui provoque le plus d'impact direct en matière de compétences sur le champ de la mobilité, elle s'est donc traduite par la création d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, qui sera mis en place d'ici la fin 2018 et qui reprend les compétences, en tout cas les missions d'un certain nombre de schémas sectoriels préexistants, dont les schémas régionaux des infrastructures de transport, les SRIT, mais aussi le schéma régional de l'intermodalité que j'évoquais tout à l'heure, les schémas régionaux climat, air, énergie, etc. Donc on a un ensemble de documents sectoriels préexistants qui sont regroupés dans ce gros document intégrateur qui peut conduire à une véritable stratégie territoriale pour les régions en lien avec l'ensemble des collectivités présentes sur le territoire.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est l'ensemble de transferts de compétences qui aura lieu en 2017. Le principal est évidemment le transfert de l'organisation du transport régulier interurbain du département à la région, qui aura lieu en janvier ou septembre 2017, selon qu'il croise avec le transport scolaire. Et puis la gestion des gares routières départementales qui sont transférées à la région. Sur le territoire des métropoles, uniquement une partie de la voirie départementale est transférée à la métropole, c'est-à-dire que les voiries, les ex-routes départementales situées sur le territoire des métropoles deviennent des voiries intercommunales, ce qui, en lien avec la loi MAPTAM, permet le renforcement d'une politique intégrée de mobilité. Et puis, conséquence directe du passage de autorité organisatrice des transports urbains à autorité organisatrice de la mobilité, l'ex-périmètre des transports urbains, PTU, devient le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Autrement dit, sur ce ressort territorial, cette AOM peut organiser l'ensemble des transports urbains et interurbains. Et puis la loi Macron qui nous fait arriver directement sur notre sujet, donc loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. On a tous en tête évidemment la libéralisation du transport public routier de personnes, avec la possibilité pour n'importe quelle entreprise de transport public routier de faire circuler, d'assurer des services réguliers interurbains. Un schéma des gares routières qui est adossé au schéma régional de l'intermodalité, donc au SRADET maintenant, et puis tout ce qui tourne autour de l'open data, la libre diffusion des informations, qui peut évidemment être utilisée et mobilisable dans le champ de la mobilité. L'ordonnance gare routière, on en parle beaucoup depuis le mois de janvier, c'est l'outil réglementaire qui permet de remettre au goût du jour le dispositif, l'arsenal réglementaire qui préexistait depuis 1945 et qui régissait le fonctionnement de ces gares routières. Quels sont les deux grands messages, les deux grands objectifs de cette ordonnance de janvier 2016 ? Eh bien, c'est de retoiletter quelque part ce cadre qui datait de 1945, de l'adapter aux situations actuelles, notamment à l'ouverture du transport régulier interurbain, et puis surtout de définir des règles qui permettent de garantir un accès non discriminatoire à l'ensemble des entreprises faisant la demande d'accès à une gare. Alors à qui s'applique cette ordonnance ? On se doit de distinguer deux champs d'application. Le champ d'application en tant que tel, c'est-à-dire que l'ensemble des aménagements qui sont concernés par cette ordonnance, eh bien, c'est les aménagements qui sont d'une part accessibles au public, et puis deuxièmement qui sont destinés à faciliter, je cite l'article de l'ordonnance, faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier. Autrement dit, cette ordonnance, elle ne s'applique pas aux seules gares routières, comme on l'entend. Donc on va plutôt parler d'aménagements dédiés à la dépose et la reprise de voyageurs plutôt que de gares routières. En décortiquant, en analysant l'ordonnance, on se rend compte que deux points juxtaposés, deux abribus par exemple consécutifs signalés par un double zébra, peuvent rentrer dans le champ de l'ordonnance. Donc il y a vraiment un point de vigilance à souligner ici, de ne pas considérer que cette ordonnance est une ordonnance qui régit uniquement le fonctionnement des gares routières, mais bien au-delà. Les pôles d'échange multimodaux, les parties de gares routières qui sont adossées à une gare ferroviaire, et puis ces fameux points abribus qui sont contigus. Elle ne s'applique pas pour les arrêts qui sont uniquement dédiés à la desserte du transport scolaire, et elle ne régit pas non plus les conditions de stationnement, d'arrêt de stationnement. Excusez-moi. Comment est-ce que le champ d'application de l'ordonnance peut être mobilisé ? Eh bien, il faut pour ceci, pour que la régulation s'opère, qu'un exploitant fasse une demande de desserte de son point d'arrêt. Donc, en l'absence de demande de desserte d'un point d'arrêt par un service librement organisé, le champ de l'ordonnance ne s'applique pas. C'est vraiment le cadre qui régit son fonctionnement et ses conditions d'application. Si on se penche un petit peu sur ce qui régit le rôle et les pouvoirs, les droits de l'exploitant, tout d'abord l'exploitant, ce qu'on appelle un exploitant d'une gare routière, c'est une notion qui est distincte de l'exploitant d'un réseau de transport collectif ou d'un réseau interurbain. L'exploitant de la gare routière peut en être le propriétaire, à savoir
l'autorité organisatrice de la mobilité, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, demain une région. Mais l'exploitant peut également être un opérateur à qui le propriétaire confie l'exploitation. Cet exploitant peut être le même que l'exploitant d'un réseau de transport collectif, par exemple, ou d'un réseau interurbain. L'exploitant se voit dans l'obligation de déclarer à l'ARAFER un ensemble d'éléments qui sont nécessaires à la tenue d'un registre, dont les conditions précises seront détaillées bientôt, je crois, au cours du mois de mai. L'idée, c'est de signaler le nom, l'identité, la raison sociale de l'exploitant, mais aussi les conditions d'accès qu'il permet aux services interurbains, comme par exemple les horaires, les modalités de fonctionnement, d'ouverture au public, d'ouverture à l'accès des gares. D'établir un ensemble de règles qui soient, là encore une fois, non discriminatoires, transparentes et qui soient objectives, qui régissent les conditions d'accès au quai de la gare. Donc on a tout un ensemble de... La plupart des gares routières aujourd'hui ne sont pas équipées ou ne détiennent pas un règlement. Donc il y a aussi tout un travail aujourd'hui qui va être mis en route d'acculturation pour proposer dans des délais assez contraints l'élaboration de règlements qui permettent de régir le fonctionnement de ces gares et de déterminer donc les conditions d'accès, les durées de stationnement, notamment les tarifs, les horaires, l'ensemble des éléments qui permettent de régir le fonctionnement transparent et équitable à tous de l'accès aux gares. L'un des défis, une des questions qui naturellement se pose dès lors qu'on parle de ces règlements, c'est comment une AOM ou une AOT, région, qui définira, qui sera propriétaire d'une gare, qui est propriétaire exploitant d'une gare, qui souhaite définir ce règlement, peut à la fois garantir cet accès non discriminatoire et pour autant peut-être faciliter l'arrêt, les conditions de régulation de certains services qui sont réglementés. On imagine bien que les cars interurbains très longue distance qui parfois peuvent arriver en gare avec des marges horaires qui peuvent être importantes, peuvent venir désorganiser un réseau conventionné. Donc toute la question sera d'articuler non-discrimination et facilitation de services organisés. Y compris en cas de saturation ? Y compris en cas de saturation, tout à fait. Et tout l'enjeu est d'arriver à trouver des règles de fonctionnement qui fonctionnent bien en cas de saturation des gares. Ce qui s'observe déjà dans certaines gares, notamment de villes de 100 000 habitants, où on a des gares qui étaient dédiées notamment au transport scolaire majoritairement, et qui voient l'arrivée d'opérateurs dits Macron, et qui physiquement, matériellement, ne trouvent pas forcément la place pour s'arrêter sur les quais dédiés au stationnement. Et donc là, les règles dont vous parlez devront traiter de cette question ? Oui. C'est en définir les conditions d'accès et les conditions de priorisation éventuellement des différents services. C'est en cours d'expertise dans les services ? Alors, il y a un ensemble, je crois que c'est l'ARAFER qui doit produire une note d'ici le mois de mai sur le sujet. En tout cas, l'ordonnance ne précise pas à ce jour-là le contenu des règlements. Elle en pointe simplement les grands items sans rentrer dans le détail. Voilà pour le cadre réglementaire de l'ordonnance. Quelques mots, parce qu'on parle de l'ordonnance, mais cette ordonnance, elle n'a de raison d'être que parce qu'on observe un développement des services réguliers interurbains depuis 6 mois. Si on propose quelques éléments de bilan rapide des 6 derniers mois, ce qu'on appelle le réseau Macron aujourd'hui, c'est en 6 mois 1,5 million de voyageurs environ, à rapporter de mémoire, je cite, j'ai en tête les chiffres de la note de France Stratégie qui doit parler de 160 millions de voyageurs TGV et intercités par an. Donc on serait sur un ratio de 3 millions de voyageurs sur le réseau Macron, comparé aux 160 millions, par exemple, des réseaux intercités et TGV, pour donner un ordre de grandeur. Le réseau Macron, aujourd'hui, c'est 7 grandes compagnies, Starshipper, Ouibus, Eurolines, Z-Lines, Flixbus, Megabus, et puis également la compagnie Alsa, qui doit être espagnole, mais filiale d'un groupe britannique, je crois. Et là, je reprends aussi les chiffres de la note de France Stratégie, c'est 730 ou 740 paires de villes qui sont reliées directement sans correspondance. Autrement dit, des trajets qui sont possibles de ville à ville sans avoir besoin de changer de bus. Donc on a un vrai développement en 6 mois. Toute la question, c'est de savoir comment ces premiers chiffres, comment ces premières tendances vont évoluer, comment elles vont se poursuivre. Je pense que l'éclairage du cas allemand
par Laurent Guéry donnera évidemment quelques enseignements qui pourront nous permettre de nous projeter dans un développement français, même si les conditions et les structurations des entreprises ne sont pas très clairement identiques. Je souhaitais rappeler également une procédure qui est définie pour l'ensemble des ouvertures de liaison dont 2 points d'arrêt sont distants de moins de 100 km. Lorsqu'un opérateur dit Macron souhaite ouvrir une desserte pour une liaison dont les points d'arrêt sont distants de plus de 100 km, il a simplement à déclarer cette ouverture de liaison et elle ne peut pas lui être interdite. En revanche, lorsqu'il s'agit de liaisons dont 2 points d'arrêt sont distants de moins de 100 km, l'opérateur doit déclarer l'ouverture de cette liaison à l'ARAFER. L'AOT, une AOT ou une AOM, une autorité organisatrice des transports ou de la mobilité du territoire, a ensuite un délai de 2 mois pour saisir, si elle le souhaite, l'ARAFER si elle estime que l'un des services qu'elle organise, donc conventionné, est menacé en termes d'équilibre économique par l'ouverture de ce service interurbain dit Macron. L'ARAFER instruit le dossier pendant 2 mois et publie un avis conforme que l'AOT republie à son tour et qui doit être prise en compte par l'opérateur. L'avis peut émettre une interdiction pure et simple d'organisation du service, de réalisation du service, d'exécution, une limitation ou une ouverture sans condition. Donc là, on est bien dans le cas de liaison de moins de 100 km. Donc à ce jour, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quelques saisines de l'ARAFER qui ont déjà été prononcées. L'ARAFER a rendu 3 avis, dont certains sur des dessertes de l'aéroport de Paris-Beauvais au départ de Paris-Nord. Hier, on était à 43 saisines, je crois. Ouais. Donc voilà comment se présente une déclaration à l'ARAFER. Le transporteur déclare le nom de son entreprise, le service, l'origine, la destination, l'itinéraire, le temps, les arrêts desservis, accompagné d'une simulation de trajet et puis surtout des conditions de desserte en termes de fréquence et d'horaire. Donc on voit que le cadre législatif réglementaire est assez bousculé, que la question de l'ouverture du transport interurbain à des opérateurs privés vient recomposer un petit peu le rapport à la mobilité, offre un nouveau service aux usagers. Au-delà de ce nouveau service aux usagers, il questionne évidemment la façon d'organiser les arrêts, pour reprendre un terme un peu plus générique que les gares routières, mais on remarque aussi que ce sont un ensemble de questions qui sont posées à la puissance publique désormais, notamment les autorités organisatrices des transports et de la mobilité, et qui se doivent, pour offrir un service le plus complet à l'usager, d'intégrer cette nouvelle offre qui en partie leur échappe, étant non régulée, à la fois pour favoriser l'intermodalité. Donc on a vu qu'au niveau régional, on a des outils réglementaires qui permettent d'organiser l'intermodalité entre les AOT, la région notamment, et les autorités organisatrices de la mobilité. Comment cette offre non régulée, non conventionnée, vient interagir, vient alimenter cette construction d'une intermodalité. Notamment d'ici 2 ans, on a précisé tout à l'heure que les SRADET devront être élaborés d'ici fin 2018, mais entre maintenant et 2018, c'est-à-dire pendant le moment où l'ensemble du réseau se développe à vitesse grand V, comment est-ce qu'on essaie de se doter d'outils, d'avoir des instances de dialogue qui permettent de ne pas créer dès maintenant des freins à une intermodalité lorsque le réseau sera créé et diffusé à grande ampleur. On remarque aussi qu'en termes d'intermodalité, la plupart des gares routières aujourd'hui présentent assez peu d'accès vélo, par exemple. Donc quand on parle de différentiel de vitesse entre la longue distance et la courte distance, de l'accès et de la diffusion autour des gares dites gares Macron, on a aussi un ensemble de travaux qui sont à mener sur les rabattements en mode doux notamment et favoriser l'intermodalité autour de ces gares. Comment est-ce que les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, communes, EPCI, comment est-ce qu'elles peuvent agir en faveur de l'intermodalité? Comment est-ce qu'elles peuvent se doter, construire des stratégies d'accueil de ces services longue distance en centre, en périphérie des villes, en articulation avec les nœuds principaux de leur réseau? On remarque aussi que tout ça varie largement en fonction des contextes territoriaux. Deux liaisons, deux villes qui sont séparées par de la zone peu dense peuvent avoir tendance à vouloir ne pas faire rentrer les bus dits Macron dans les centres-villes, mais d'opérer des dessertes en périphérie de ces deux villes, mais qui ne correspondent pas forcément
avec d'autres liaisons au départ d'une de ces villes vers une autre. Donc on a vraiment un souci de cohérence du réseau, cohérence de la desserte à trouver, et puis surtout essayer de faire en sorte que les réseaux interurbains, urbains, régulés, non conventionnés, eh bien, soient le plus possible maillés pour offrir à l'usager surtout des conditions de mobilité qui lui soient favorables et qui favorisent l'usage de ces transports collectifs. On observe aussi des phénomènes, on l'a évoqué tout à l'heure, de saturation de certaines gares. Donc encore une fois, comment les AOM, comment les propriétaires fonciers, comment les exploitants des gares vont se doter d'outils pour pouvoir réguler ces offres, ne pas laisser pour compte les opérateurs historiques qui étaient présents, notamment en termes de transport scolaire, et puis malgré tout accueillir pour certaines zones peu desservies par le ferroviaire, notamment des services interurbains qui permettent d'avoir des dessertes en transport collectif à une échelle un peu plus large. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on développe, on articule l'ensemble de l'offre de mobilité qui est proposée au service de l'usager. Et puis on a aussi évidemment se pose la question du modèle économique. Quel modèle économique pour ces gares qui connaissent un développement sans précédent en ce moment en termes d'affluence, de fréquentation des quais, mais aussi de fréquentation des services par les usagers, de fréquentation des services qui sont annexes à la gare, d'interrelation entre les modules dits gares routières et les modules ferroviaires, les autres modules transport en commun, les modules nouveaux services à la mobilité des pôles d'échange. Donc on y reviendra cet après-midi dans divers ateliers, mais on a des vraies questions qui se posent ici sur le modèle économique et la régulation de ces gares routières et de ces arrêts de manière plus générale, qui sont vraiment bousculés par le déploiement de ce réseau de cars Macron. Et puis quelle articulation aussi avec les forfaits qui étaient demandés aux opérateurs enfin, comment dire, l'articulation entre la contribution de chacun des services régulés ou non conventionnés ou non conventionnés au fonctionnement et à l'investissement dans ces gares. Donc voilà, on remarque qu'on a un ensemble de questions qui se posent aujourd'hui. Le contexte réglementaire nous donne des éléments de réponse, mais c'est aussi surtout la première confrontation avec la pratique qui va nous permettre de tirer des enseignements et d'essayer de proposer des conditions de régulation du modèle économique de ces gares les plus efficaces possibles et les plus bénéfiques à l'ensemble des acteurs. Simplement pour terminer, on a un ensemble de travaux sur le sujet en cours au CEREMA, à la fois sur les gares routières et sur les pôles d'échange. On interroge beaucoup les questions de gouvernance, mais on y reviendra là aussi cet après-midi dans les tables rondes. La question de comment est-ce qu'on rend ces aménagements mutables, facilement mobilisables lorsque les conditions d'accès diffèrent, lorsque l'arrivée de nouveaux opérateurs leur donne un nouvel élan. Et on a aussi tout un ensemble de travaux sur l'intermodalité, donc encore une fois, comment replacer cette nouvelle offre qui arrive dans l'ensemble du bouquet de solutions de mobilité qui sont proposées aux usagers. Et puis tout un ensemble de travaux déjà publiés, déjà en ligne sur le site du CEREMA, sur l'ensemble des services dans et autour des gares. On est plutôt sur des gares, pas type grande gare, mais en tout cas l'ensemble des services, pas que destinés à la mobilité, qui se développent autour des gares. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu l'horaire et d'avoir été clair. Avant peut-être quelques questions de la salle, vous disiez tout à l'heure que l'ordonnance s'appliquait aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés en totalité ou en partie sur les voies affectées à la circulation publique. Que se passe-t-il quand un opérateur souhaite prendre ou déposer des passagers dans des endroits qui ne sont pas balisés ou qui ne constituent pas en l'état des points d'arrêt ou des gares dignes de ce nom? Que dit l'ordonnance par rapport à cette question-là? L'ordonnance, pour l'instant, elle ne prévoit pas l'organisation des points qui ne sont pas des points, entre guillemets, publics ou connectés à d'autres réseaux. Donc la question qu'on voit, mais je crois j'ai cru reconnaître quelqu'un du Futuroscope tout à l'heure, il y a une question qui se pose pour la desserte du Futuroscope où l'opérateur Macron s'est délibérément à organiser sa desserte à 500-600 mètres du lieu de dépose reprise imaginé. Et donc on imagine bien que pour des questions de sécurité, il y a un souci qui se posera lorsque le trajet à pied entre la gare imaginée et puis le point de desserte effectif se réalise. Après, il en va du pouvoir de police du maire, de l'élu local. Mais il n'y a pas d'interdiction décrétée
En tout cas, on n'a pas de Il y a, moyen pas, il y a un de vide, contrôle. il y a une sorte de vide là. Ben, on n'a pas le moyen de contrôle, en tout cas aujourd'hui, de la desserte effective. D'accord. Ça, c'est certain. Est-ce que vous avez des questions à poser à Bertrand Dépigny? On a quelques minutes si vous voulez. N'hésitez pas, des précisions. Marc Tasson de l'IDRIM. Puis, en complément à ce que vous venez de dire, moi j'avais cru comprendre au contraire que c'était l'ARAFER qui devait répondre à toutes les questions. Et la question que je me posais, c'est comment l'ARAFER peut en 2 mois répondre à toutes les questions. Et notamment la question d'autoriser ou pas donc l'ouverture d'une ligne et donc a priori de dire si les arrêts sont possibles à tel ou tel endroit. Oui, pour l'ARAFER, elle est aussi dans l'élaboration de sa doctrine sur le sujet. Le champ de la régulation routière étant assez nouveau pour elle, il y a aussi tout un temps d'acculturation. Il y a une doctrine qui a été définie pour l'ouverture des services de moins de 100 km. Et on sent qu'il y a une doctrine qui est en train d'être élaborée en ce moment sur les points d'arrêt eux-mêmes. On voyait un peu s'hiérarchiser depuis quelques mois un différentiel entre la gare routière équipée de services permanents, réguliers avec du personnel notamment, et puis de points d'arrêt plus ponctuels. Et entre guillemets peut-être plus léger à organiser. La question de, je dirais abusivement, de la desserte sauvage, c'est un petit peu l'idée qui est dans toutes les têtes. Pour l'instant, elle est difficile à réguler, simplement parce que voilà, en termes d'interdiction de facto, d'interdire à un bus de se stationner quelque part, il n'y a aucune condition organisationnelle, physique, matérielle qui n'est réunie aujourd'hui. Mais dans le cadre des lignes de moins de 100 km, est-ce que l'ARAFER répond à une autre question que celle de l'atteinte substantielle à l'équilibre économique? Est-ce qu'elle doit répondre à autre chose qu'à cette question-là? Alors l'essentiel, là je ne suis pas spécialiste de cette question-là, tout ce que je sais c'est que c'est le calcul socio-économique de la vitalité de la ligne existante qui est vraiment au centre de la décision. Toute la question c'est quelle marge de manœuvre on se donne et à partir de quand on considère que l'atteinte à l'équilibre économique est substantielle. Donc là aussi on a une doctrine, une jurisprudence qui va se former sur le sujet. On a aussi en face des postures, alors les régions ne sont pas là, mais des autorités organisatrices de transport que sont notamment les régions, de pouvoir décider, certaines d'entre elles le font, d'attaquer systématiquement, enfin de saisir l'ARAFER plutôt systématiquement pour toute ouverture de ligne de moins de 100 km. D'autres régions ne le font absolument pas. Donc on a aussi un différentiel très net entre les postures des différentes régions sur le sujet. Nous aurons cet après-midi 2 élus qui pourront nous parler aussi de cette question. Louis Nègre et Anne Gérard, vice-président de l'agglomération du Grand Poitiers. Une autre question, Yoka Minagai. Ça vous sera déduit sur votre temps de parole tout à l'heure. Elle est très simple. J'ai lu mais pas retrouvé le fait que l'Île-de-France avait des règles particulières, ainsi que la Guadeloupe et la Martinique. C'était écrit dans une phrase. Je ne l'ai pas retrouvé dans une deuxième recherche sur le web. Mais plusieurs personnes m'ont dit l'Île-de-France, c'est particulier. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Alors tout ce que je peux dire, c'est que l'Île-de-France a un temps d'avance, notamment le STIF, en matière d'organisation, de gestion, même de programmation territoriale de ces gares routières. Il y a une expertise propre au STIF et à la RATP qui date et qui fait plutôt référence sur le sujet. Le champ de l'ordonnance, je n'ai pas l'ordonnance sur moi, je ne serais pas en mesure de vous dire, je ne serais pas surpris qu'elle ne s'applique pas à l'Île-de-France étant donné ce différentiel de développement. Martinique et Guadeloupe, j'en avais pas entendu parler. On essaiera tout à l'heure d'avoir la réponse. Ah, alors il y a une réponse. Voilà. Le délégué général de TDIE va donner la réponse. La précision est donnée dans le décret d'application du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisées, qui précise que pour la région Île-de-France, l'article 1 du même décret considère comme service interurbain de transport routier de personnes librement organisées les liaisons supérieures à 40 km. Donc c'est la précision spécifique à l'Île-de-France qui s'applique à la saisine de l'ARAFER. Oui, ça détermine la saisine de l'ARAFER, sachant qu'il y avait eu de sévères discussions sur le nombre de kilomètres qui devait être 40, 50, 60. Il y avait eu de grosses discussions sur ce sujet-là. Une autre question? Eh bien, merci Bertrand Dépigny, merci de votre clarté. Pardon, s'il y avait une question? Ah, pardon, je ne vous avais pas vu, madame. Vous pouvez vous lever, parce que c'est enregistré, donc c'est pour ça qu'il faut parler au micro. Vous appuyez sur le petit bouton vert et on vous entendra. Bonjour, Claire Chapuis, Aglo d'Orléans.
J'avais compris quand on parlait de règles de non-discrimination que ça concernait les nouveaux entrants entre eux. Et avec ce que vous avez dit tout à l'heure, je me suis reposé la question. Quand on a déjà un exploitant urbain qui utilise, alors en l'occurrence, ça pourrait être une gare routière, là c'est un arrêt de plus petite taille. Aujourd'hui, on essaie de donner les capacités résiduelles. Avec ce que vous avez dit, je me repose la question, est-ce qu'on peut se contenter de leur donner les capacités résiduelles ou est-ce que ça remet en cause aussi la desserte de notre ligne urbaine ? C'est tout l'enjeu de l'articulation entre non-discrimination, très clairement, et possibilité de donner une priorité aux services organisés, dans votre exemple le service urbain, pour surtout ne pas le désorganiser. Donc il en va en fait du contenu des règlements, des aménagements notamment autour des quais, des conditions de rotation horaire, de stockage des bus. Donc c'est à partir de... On parle de tout petit arrêt. Oui. Une gare routière, on peut certainement réguler plus facilement avec des règles plus claires. Là, c'est vraiment un petit arrêt. Mais ce qui est certain, c'est que dans le cas même des petits arrêts aujourd'hui, toute la discussion porte sur comment ne pas porter atteinte à l'organisation du service urbain organisé. Et donc effectivement, ça pose la question de, si on la pose en creux, cette question, c'est à partir de quand on considère qu'on n'est pas assez offrant vis-à-vis du nouveau service finalement. Mais il y a vraiment une question d'articulation entre ne pas discriminer et ne pas désorganiser les services existants. Et c'est vrai que la question se pose dans de nombreux cas. Et on devrait en savoir plus d'ici 2 mois, c'est ça ? Normalement, oui. Merci beaucoup à vous.